Nous sommes heureux d'accueillir pour les Français.press et l'émission Vagabondage Fabrice Etienne, alias Sébastien Ortiz, diplomate et écrivain français, aujourd'hui en poste au Cambodge. Fabrice, vous avez commencé votre carrière diplomatique en 1996 après une scolarité à l'INALCO. Sébastien Ortiz, lui, est venu au monde 6 ans plus tard avec un premier roman publié. Ce roman s'appelle Taleb, qui évoquait l'itinéraire et l'hésitation d'un jeune musulman afghan tenté par l'islamisme le plus rigoriste et le plus radical. Le trait commun de Fabrice et de Sébastien, c'est l'amour absolu de l'Asie dans sa diversité. Un continent que vous avez exploré comme diplomate à travers des affectations variées, l'Indonésie, la Birmanie, l'Inde avec Calcutta. Vous ferez d'ailleurs 2 passages qui donneront naissance à 2 romans, Fantôme à Calcutta et le savoureux La solitude du bonsaï, que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui s'intéressent à la magie du monde consulaire et au ridicule de certaines situations cocasses vécues par nos diplomates à l'étranger. Dans votre dernier roman, publié il y a 2 ans, Châtelet-Lilas, vous évoquez cette fois-ci un conducteur de métro de la ligne 11 à Paris, un conducteur très singulier et extraordinaire qui peut lire dans les pensées de ses passagers. Ce livre qui délaisse l'Asie, à qui vous avez consacré pourtant 5 de vos livres, plonge avec bonheur dans la mythologie avec ses dieux et ses mystères nombreux. Vous savez que les Romains avaient fait de Janus un de leurs dieux majeurs. Ce dieu à 2 faces, nous dit Ovide, pouvait voir ce que les autres dieux ne voyaient pas, et ce, sans tourner la tête. Alors, voir ce que les autres ne voient pas sans tourner la tête, attablé à son bureau devant son ordinateur, est-ce une définition possible de l'écrivain ? Oui, bonjour. Je pense que c'est une définition qui est très valide dans la mesure où pour écrire on doit s'inspirer du monde réel. Moi j'y suis confronté en étant diplomate, et en même temps il faut se détourner de l'actualité, essayer d'identifier la dimension qui manque à sa table, isolée du flux de l'actualité, pour trouver un angle d'approche qui n'est pas celui de l'actualité, qui est celui des individus, des personnages, la subjectivité, et qui vient compléter les éléments objectifs qu'on peut recueillir comme diplomate. Et de ce point de vue-là, Janus est aussi l'écrivain diplomate, les deux se complétant. Et au cours de mes 2 carrières en parallèle, c'est vrai que j'ai été nourri par mon expérience en poste, qui nourrit mon écriture, et l'écriture qui, elle aussi, nourrit mon travail diplomatique et ma connaissance des pays dans lesquels je suis. Puisque pour la littérature, la dimension la plus importante, c'est la dimension individuelle, qui fait défaut peut-être dans la réflexion diplomatique ou géostratégique. Donc oui, je pense que c'est une très belle définition du travail de l'écrivain. Alors vous avez lâché le terme d'écrivain diplomate. Alors quand on songe à ces écrivains diplomates français, bien sûr, il y a Romain Gary, il y a Saint-John Perse, il y a toute une liste, Paul Morand, et un autre passionné de l'Asie, André Malraux. Alors André Malraux, je crois, a eu un lien assez particulier avec votre pays de résidence, le Cambodge, puisque il a visité encore, dit même qu'il avait un peu eu la main un peu baladeuse encore, il avait chippé quelques antiquités. Alors le Cambodge, pays de francophonie, qui va accueillir la francophonie, pays qui aime les écrivains aussi. Alors, quel est votre rapport avec ce pays dans lequel vous résidez maintenant ? C'est votre 3e année, me semble-t-il. C'est même ma 4e année. C'est la première fois que je suis dans un pays d'Asie du Sud-Est où l'influence de la France est aussi forte, et effectivement, elle passe par la francophonie et par les liens humains entre nos 2 pays. Effectivement, Malraux n'a pas fait que des belles choses au Cambodge, mais les Cambodgiens ne lui en tiennent pas rigueur. Mais il est surtout l'auteur d'un grand roman sur le Cambodge et sur Angkor Wat en particulier, qui est La Voie royale, que j'invite nos auditeurs à relire, puisque c'est un livre touffu, évidemment, comme le sont les romans de Malraux, mais c'est aussi vraiment un très très beau livre sur l'archéologie au Cambodge. Effectivement, alors le Cambodge au quotidien n'est plus très très francophone, malheureusement. L'élite l'est encore. Le roi est parfaitement francophone, la famille royale est parfaitement francophone. On a dénombré à peu près un quart des ministres de l'actuel gouvernement qui ont étudié en France et qui sont encore francophones. Donc on peut s'appuyer sur une base assez forte ici. Et pour l'actualité qui nous intéresse,
le Cambodge, après la France et Villers-Cotterêts, accueillera le 20e sommet de la francophonie en 2026, ce qui est une très bonne chose. Les Cambodgiens en sont très fiers, commencent à s'y préparer, et ils entendent se positionner comme je veux dire le fer de lance de la francophonie en Asie-Pacifique. Et c'est une prétention tout à fait légitime. Jusqu'ici, il y a eu un seul sommet de la francophonie en Asie, c'était au Vietnam. C'est très bien que le Cambodge, à son tour, puisse accueillir cet événement. Alors, ça sera un événement assez fort, mais je voudrais vous emmener sur un autre pays où vous avez été heureux, je suppose, en tant que diplomate et en tant qu'écrivain. C'est l'Inde, en fait. Vous avez consacré 2 livres en tant qu'écrivain à Calcutta, où vous arrivez jeune. Vous faites le service national et ensuite vous allez y revenir comme diplomate plus confirmé, diplomate de métier. Alors parlez-moi de ces 2 expériences parce que les 2 livres, alors j'ai lu un des 2 livres que j'ai trouvé vraiment remarquable et qui est riche de philosophie parce qu'il est beaucoup porteur de recul sur le métier de diplomate. Vous écornez un peu d'ailleurs le métier, me semble-t-il. Oui, effectivement, ma relation à l'Inde est complexe et forte en même temps. Donc au départ, moi j'étais plutôt tourné vers la Chine. J'ai fait des études de chinois. C'est avec la langue chinoise que j'ai passé le concours d'Orient du Quai d'Orsay. Et c'est vraiment les hasards des affectations qui ont fait que, comme coopérant du service national, j'ai été affecté en Inde, qui était à la fois un choc et un coup de foudre, alors que j'avais 23 ans seulement. Donc j'ai résidé 16 mois dans un séjour très mouvementé qui beaucoup plus tard a fait l'objet d'un livre, Fantôme à Calcutta. Et puis j'y suis retourné là aussi par les hasards des affectations 20 ans après comme consul général dans la même ville. Bien sûr les choses avaient changé, j'avais changé. Et cette expérience-là, très différente de la première, m'a conduit à écrire un 2e livre, La solitude du bonsaï, nettement plus ironique que le premier. C'est aussi une tradition d'écrire sur la diplomatie quand on est écrivain diplomate. D'autres l'ont fait. Laurence Durrell, par exemple, écrivain britannique, a écrit des livres très savoureux sur son expérience de diplomate. Donc, je me suis mis dans leur pas et à mon tour, dans un livre, j'ai pu à la fois reparler de l'Inde sur un angle différent et puis aussi avec un peu d'ironie parler de cas un peu extrêmes de diplomates en difficulté dans l'étranger lointain. J'avoue que c'était assez plaisant et assez drôle à faire. Alors vous êtes aussi en poste à Rangoon, en Birmanie, à une époque où, comme maintenant d'ailleurs, le régime est un régime difficile, en ligne de fer, et vous êtes le directeur de l'Institut français, et vous incarnez cette diplomatie culturelle, une diplomatie de liberté, une diplomatie de valeur en fait, je crois. Alors parlez-nous un petit peu de cette expérience assez forte pour vous. Oui, c'était vraiment là aussi une expérience très marquante. J'étais en Birmanie de 2008 à 2012, c'est-à-dire que j'ai vécu la transition politique 2008 à 2010, pardon. On est dans la junte birmane première version qui était en place depuis les années 60. Je me rappelle avoir rencontré certains de mes prédécesseurs qui, au long de leur séjour en Birmanie, avaient espéré pouvoir voir un jour le changement de régime. Il se trouve que moi, j'ai pu assister à l'ouverture du pays en 2010, avec la libération d'Aung San Suu Kyi, avec des élections, avec une coopération qui se mettait en place. Donc, c'était absolument passionnant. Dans la première phase de dictature, ce qui était passionnant, comme vous le soulignez, c'est que l'Institut français était le seul centre culturel à Rangoon, et comme l'ont été les instituts français derrière le rideau de fer après la guerre, c'est un espace de liberté pour les opposants politiques, pour les artistes qui trouvaient à l'Institut français le seul endroit où ils pouvaient exprimer leur désarroi à travers des installations artistiques, des happenings, en sachant très bien qu'il n'y aurait aucune censure et donc c'était plus un centre de diffusion de la culture birmane, un centre d'expression pour les Birmans, qu'un centre de diffusion de la culture française.
Donc ça, c'est un rôle que peuvent encore jouer nos instituts dans des zones sensibles comme celle-là. Alors évidemment, j'étais extrêmement attristé de voir que cette période d'ouverture n'aura duré que 10 ans, avec une fermeture brutale en 2021 et il y a une situation qui devient de plus en plus tragique et encore bien plus compliquée que lorsque j'y étais. Alors quand on est diplomate, on le voit avec cette expérience birmane, on est au cœur des affaires temporelles, des affaires du monde. Et quand on est écrivain comme vous, parfois on se retire, on se retranche du monde. Je sais que pour écrire, vous retirez, même vous faites des pauses dans votre carrière. Et vous avez ce côté quasi spirituel, vous retournez sur vous-même. Alors je sais que vous avez hésité au début de votre vie aussi. Il y a eu un appel spirituel, monastique, je crois. Vous avez eu cette tentation-là. Oui, c'est vrai, et je l'ai rapporté dans un petit livre qui s'appelle Dans un temple zen, un petit récit. Précédant mon séjour en Inde, c'est vrai qu'après mes études de chinois, j'avais fait le choix de partir comme ça, juste avec un sac à dos à Taïwan, où par des faits de hasard, je n'étais pas forcément en quête spirituelle, mais je me suis retrouvé dans un temple zen, dans la montagne, au centre de Taïwan, où j'ai séjourné à peu près 1 an, ce qui m'a permis à la fois d'améliorer mon niveau de chinois et puis surtout de découvrir une tradition spirituelle, une culture, qui est la culture bouddhiste, mais pas seulement, aussi le confucianisme, le taoïsme, que je ne connaissais que par les livres et dont j'ai pu voir un peu la pratique. C'était une expérience extrêmement enrichissante, je dois dire, et qui, je pense encore aujourd'hui, me nourrit. Alors après, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai pas hésité à faire plusieurs pauses, précisément parce qu'à un moment donné, il faut mettre en forme, sous la forme d'un roman, des expériences qu'on a pu accumuler dans le flot des jours, dans le flot des gens qu'on rencontre. Voilà, on se nourrit. Je me nourris dans mon travail diplomatique, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai besoin de ce recul-là. Donc c'est une question qui s'adresse à Sébastien Ortiz, l'écrivain, puisque cette émission arrive bientôt à son terme. Alors bien évidemment, après 7 romans publiés dans des grandes maisons, Gallimard, Artaud et Arléa, on a envie de savoir, pour vos lecteurs, pour ceux qui ont envie de vous découvrir après l'audition de notre émission, est-ce que vous planchez sur un nouveau livre, un nouveau roman ? Alors effectivement, en attendant ma prochaine pause pour me consacrer à temps plein à l'écriture, je me documente actuellement pour un texte qui porterait là sur le Cambodge. À défaut d'écrire immédiatement, je peux orienter certains entretiens que j'ai, certains lecteurs, en ayant une thématique, une vague idée. Ça, c'est toujours intéressant parce que ça oriente un peu mes recherches, même si je ne travaille pas à l'écriture proprement dite. En l'occurrence, ce serait sur la danse cambodgienne, la danse Apsara. Donc les choses se mettent en place petit à petit et j'avance bien sur cette phase-là. Et par ailleurs, j'ai signé un contrat avec Gallimard pour un roman, plusieurs récits sur le thème de la chute des hommes et des femmes qui chutent. Ça semble un peu drôle dit comme ça, mais des morts un peu absurdes. Ça s'appelle L'Ange des chutes et j'ai un petit problème juridique actuellement, donc je dois revoir ma copie et j'espère que ce sera fini assez vite. Voilà. Bon, voilà, qui nous met en bouche et qui va nous faire patienter jusqu'à la publication de ce prochain livre, de ces prochains livres. Nous vous remercions sincèrement, Fabrice Etienne, Sébastien Ortiz, pour ce moment en compagnie des livres, de la littérature, de la diplomatie et de la francophonie. Merci d'avoir été avec nous pour lesfrançais.press depuis Phnom Penh ce matin. On est très heureux de cet échange. On vous souhaite bonne chance et bon courage pour plancher, donc à nouveau vous mettre à votre établi d'écrivain et puis rester aux manettes dans cette ambassade comme numéro 2 de l'ambassade de France au Cambodge. À très vite, Fabrice. Au revoir. Merci, au revoir. C'était lesfrançais.press.